Que signifie meubler? C'est pas comme on veut, hein. Ah non. Ça obéit à des règles très précises. Donc le principal risque, ça va être un gestionnaire qui peut être inexpérimenté. Quel est le mieux entre le gestionnaire et l'emplacement? Je dirais l'emplacement. C'est quoi pour toi les grands types de location meublée qu'on peut rencontrer? Les résidences étudiantes ne viennent pas aggraver la pénurie de logements. Au contraire, la location meublée va permettre de disposer, de profiter en fait d'une fiscalité douce, voire inexistante. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui ici avec Louis Gouttière, responsable des partenariats du groupe Consulteam. Bonjour Louis. Bonjour Philippe, ravi d'être avec Bonjour Patrimoine aujourd'hui. Pour vous présenter brièvement Consulteam, nous sommes un groupe qui existe depuis 30 ans, 1995. Notre métier intervient historiquement et principalement dans le champ de l'allocation, l'investissement en location meublée gérée. On va voir de quoi il en retourne. Et dans ce cadre, en fait, nous sélectionnons et nous négocions des offres et des opérations que nous mettons ensuite à disposition de ce qu'on appelle nos partenaires, c'est-à-dire les cabinets professionnels du patrimoine, conseils en investissement. Comme nous. Comme vous. Et nous sommes particulièrement, voilà, je suis Philippe très heureux aujourd'hui de partager ces quelques instants puisque nous sommes partenaires d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Ça fait effectivement 20 Voilà. ans qu'on travaille ensemble et quasiment 15 ans qu'on se connaît. Oui. Effectivement, le thème, ça va être la location meublée. On en entend beaucoup parler. Et particulièrement, on va parler plus de peut-être location meublée sur des résidences de services. C'est toujours un thème qui fait bouger beaucoup, que ce soit le législateur, que ce soit le grand public, avec Airbnb, etc. Mais déjà, Louis, peux-tu nous dire exactement ce qu'est la location meublée? Alors, la location meublée, comme son nom l'indique, c'est de mettre à la location, d'acquérir au préalable, et ensuite de mettre à la location, à titre d'investissement locatif, un logement meublé. Que signifie meubler? C'est pas comme on veut, hein. Ça obéit à des règles très précises, et si vous voulez les avoir simplement à l'esprit, c'est très simple en fait. C'est tout simplement vivre, manger, dormir. Donc ce côté meublé doit obéir à ces trois principes: vivre, dormir, manger. Donc des choses très précises, c'est-à-dire des plaques de cuisson, un four. Vivre, c'est aussi avoir des ustensiles ménagers. Ça va être la literie, mais y compris avec les couettes et tout ce qui va avec. Ça va des choses encore plus précises comme un dispositif occultant pour l'espace qui correspond à celui qui sera dédié au sommeil, et ainsi de suite, hein, de la vaisselle, évidemment du mobilier aussi, autres chaises, etc. Hein. Ce qu'on dit souvent, c'est que on doit pouvoir arriver avec sa valise. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est important de retenir cette expression vivre, dormir, manger, parce qu'on va pouvoir, une fois dans les lieux, dès le premier jour en fait de sa présence dans les lieux, ne pas aller chercher une couette, pouvoir faire sa vaisselle, pouvoir cuisiner, pouvoir se laver, etc., etc. Alors ça, on l'a dans tout logement, mais de façon effectivement complète. Et ça obéit à des règles très précises. Voilà. Donc ça va bien au-delà du simple canapé lit et d'une table basse. Oui, alors ça a été reprécisé. Croire, hein, oui. Alors, écoute Philippe, ce qui est important, c'est que ça existe depuis très longtemps. On existe d'ailleurs depuis, comme vous l'avez entendu, pour notre part, depuis 1995. Mais à juste titre, et c'est intéressant, et c'est bien qu'il l'ait fait, les pouvoirs publics en fait l'ont inscrit dans le marbre par décret en 2015 et ont établi la liste précise et exhaustive de tout ce en quoi doit consister ce meublé. Voilà. Et donc ce mobilier. Donc c'est pas simplement du mobilier, vous voyez. Il faut des ustensiles pour faire le ménage, etc., etc. Donc aujourd'hui c'est bien établi. Ça évite toute interprétation maladroite ou qui puisse faire encourir à l'investisseur des risques, quels qu'ils soient, et à commencer fiscaux. Tu as déjà eu d'ailleurs des cas de redressement fiscaux parce que justement Oui, le mobilier n'était pas voilà, réellement là. il y a eu par le passé, parce que vous aviez des logements qui rentraient et qui souhaitaient rentrer en termes déclaratifs dans le champ de la location meublée, mais qui étaient très très limités quant à ce qui devait
répondre à cette règle du vivre, dormir, manger. Voilà. Donc ce que je disais un petit peu en introduction, la location meublée, ça attire beaucoup. Et justement, pourquoi, selon toi, aujourd'hui, ce type d'investissement attire autant Alors, l'investisseur? Philippe, c'est pour plusieurs raisons. Je dirais que, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a une raison évidemment qui coule de source et qu'on va voir dans quelques instants. C'est pour sa fiscalité, puisque la question fiscale est particulièrement dans notre pays un sujet majeur. Donc, la location meublée va permettre de disposer, de profiter en fait d'une fiscalité douce, voire inexistante. Mais il y a d'autres attraits à la location meublée et ce qui explique cet engouement, c'est aussi de valoriser et d'augmenter l'attractivité du bien que vous donnez à location. Prenez un exemple que vous comprendrez et que tu comprendras aisément, que les uns et les autres comprennent en cette rentrée scolaire, universitaire. Si vous proposez, nous sommes ici à Toulouse, chez vous, un logement, un studio étudiant nu, vous aurez sans doute de plus en plus, de moins en moins de candidats locataires que si vous proposez un studio meublé prêt à en user pour ce même étudiant. Alors prenons encore pire, hein, si vous allez au bord de la mer et qu'on vous propose une location nue, je pense qu'elle retirera à titre saisonnier. On part pas en vacances. Voilà, aucun candidat. Avec ses meubles. Voilà. Donc ça répond évidemment à des besoins qui sont importants. Je pense à des évolutions aussi dans la société. Évidemment, alors je suis un peu plus âgé que toi, mais quand j'étais plus jeune, on était plus nombreux à son petit camion de déménagement et puis d'arriver avec son mobilier dans son logement étudiant. Ça de moins en moins court parce qu'il y a une mobilité. Je l'ai fait aussi, voilà. Même si je suis plus jeune, je l'ai fait aussi. Mobilité croissante, période de stage et toutes ces choses qui font que la location meublée devient de plus en plus la solution incontournable. Et puis, ça va avoir lieu et intervenir dans d'autres secteurs, on le verra. Il n'y a pas que le monde étudiant, il y a le monde touristique. Et donc, vous voyez, cette valorisation additionnelle du bien que je donne à la location, une attractivité supplémentaire. Qui dit attractivité supplémentaire, je vais pouvoir sans doute mieux le louer. Et ça aura une répercussion en termes financiers. Et puis, voilà, une clientèle qui, en bout de course, s'y retrouve et a évolué dans son mode de consommation et même dans son rapport au logement. D'ailleurs, ça me fait dire ce que tu es en train de dire là sur les étudiants qui, avant de déménager, maintenant, effectivement, consomment en fait du logement. Est-ce qu'on peut rapprocher ça d'une économie de l'abonnement comme peut être Netflix? Est-ce qu'on va dans l'abonnement en fait d'un logement maintenant avec de la location meublée Ni courte plus durée? ni moins. On a besoin de plus en plus pour ces questions de mobilité, on a besoin de plus en plus de prêts à l'emploi. Oui. Je vais presque dire de all-inclusive. Mais ça déborde en fait, parce que plus qu'autrefois, alors regardez cette question du travail, et on parle de home office, etc. Donc le bureau n'est plus maintenant le lieu où on est à demeure toute la semaine. Il y a même du télétravail. Mais ce qui engendre donc par ricochet de la mobilité et un besoin donc justement d'aller vers les uns et les autres et de se retrouver. Avant, on était tous dans le même bureau. Et donc, in fine, quand quelqu'un de chez nous, nous sommes nantais, se déplace chez vous à Toulouse, je parle par exemple d'un jeune actif, nécessairement, lui, s'il est là pour 6 mois, c'est de la location meublée qui va y répondre. Mais ces candidats-là et ce mode de travail, ce mode de consommation existaient moins auparavant. C'était plus les représentants de commerce qui allaient dans l'hôtel du Cheval Blanc, etc. Mais rien à voir. Voilà. Oui, hein, les temps donc changent. c'est voilà, des évolutions. Ça correspond. Voilà, il y a cette question de fiscalité, mais il faut beaucoup y voir aussi les usages et les besoins. Donc une question de fiscalité, oui, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Il y a peut-être aussi des questions de sécurité, de rendement sur ce type d'actifs. Oui, alors sécurité et rendement. Déjà sécurité parce que quand vous louez meublé, le cadre qui sera le vôtre et celui du locataire est évidemment moins lourd de conséquences dans la durée qu'un bail d'habitation classique, sur 3 ans, nu. Donc beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté d'un côté comme de l'autre. La liberté, c'est la sécurité. Quand on est plus libre, en définitive, on est en insécurité. La liberté, c'est la sécurité. Le rendement aussi, oui, parce qu'on loue mieux.
hein. C'est plus attractif, ça colle davantage aux besoins et à la demande. Donc le rendement, forcément, quand vous avez quelque chose qui est plus performant, eh ben, il va donner nécessairement plus de rendement. Voilà. Ok. De meilleurs résultats quand on tirera le bilan cette mise à disposition du candidat et de la population locative. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tout peut se louer en location meublée selon toi? Dans l'absolu, tout peut se louer en location meublée, mais il y a des typologies qui s'y prêtent moins et qui vont moins répondre à des besoins, et des marchés, des secteurs surtout aussi géographiques qui vont moins y répondre. Si vous mettez à la location meublée un 5 pièces dans le centre d'une grande ville, ça sera beaucoup plus difficile de louer paradoxalement qu'en nu, parce qu'une famille 5 pièces égale une famille, et une famille qui ne vient pas pour 2 mois. Voilà. Euh, Si vous avez du studio en location meublée dans un secteur qui est peu en développement ou avec une faible intensité du côté du monde étudiant, vous allez faire un meublé, va sans doute avoir peu d'élus, ou en tout cas peu de candidats intéressés. Voyez. Donc en fait, il faut avoir cette prestation et cette mise à disposition doit correspondre à la fois à la typologie du bien et également on peut louer évidemment une maison meublée. Ce sera les candidats et les gens qui y répondent sont quand même forcément moins nombreux. Hein. Donc c'est des questions de marché et des questions de typologie et des questions de localisation géographique. On en revient Louer toujours. du studio dans le Pays Basque, du côté d'Urugne, je sais pas si vous voyez, je viens d'y passer la semaine dernière, au sud de Il y a une Saint-Jean. très belle résidence Voilà, mais alors, à Urugne. c'est pas C'est une perche. et un studio voilà, de 18 mètres carrés, qui sera à destination d'un étudiant, c'est malvenu, ça va être très compliqué. Oui. Voilà. Ok. Ok, donc ouais, il y a effectivement de la location meublée qu'on peut faire soi-même. Après, il y a les locations voilà, meublées ça, effectivement en résidence de service. Rapidement, c'est quoi pour toi les grands types de location meublée qu'on peut rencontrer? Deux grandes familles, et après des sous-familles. Deux grandes familles, parce que vous pouvez faire de la location meublée qu'on appelle, nous, directe. C'est-à-dire que vous êtes dans une résidence classique, une copropriété classique, vous disposez d'un appartement que vous allez meubler, et vous mettez à la location. Donc, soit de votre fait, où vous confiez cela à une agence immobilière, vous allez être en lien direct. Il y a des spécialistes d'ailleurs Voilà. de ce type de montage d'opération. Oui. Et puis on en beaucoup voit. de gens louent directement leur appartement meublé. Ici à Toulouse, j'imagine que vous avez quand même, je ne vais pas dire même des dizaines, hein, des centaines de personnes qui mettent à disposition des studios ou des T1 bis meublés à des étudiants, et puis ils s'en occupent eux-mêmes, ou ils donnent ça, ils en confient la gestion à une agence de gestion locative. Voilà. Donc, vous êtes dans le cadre de la location meublée, dans les règles qu'on vient de définir et qu'on a revisitées, là, qu'on a revues. Après, vous avez un deuxième type de location meublée, c'est celui des résidences avec service, où vous allez être toujours propriétaire dans le cadre d'une résidence avec service d'un logement. Mais le propre de cette résidence-service, il va être lié à deux choses. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, dans ses parties communes, elle va proposer des services ou auprès des différents logements. Et ces services, en fait, sont au nombre de 4. Et il faut, pour rentrer dans le cadre, en proposer 3 minimum sur les 4. Le premier de ces services, c'est l'accueil. Voilà. Le deuxième de ces services, ça va être la restauration, au minimum le petit déjeuner. Vous suivez mon regard pour les résidences étudiantes, hein, vous avez compris qu'il n'y a pas une salle de restaurant, c'est pas le restaurant universitaire. Éventuel service de petit déjeuner, mais c'est 3 sur 4. De toute façon, il peut très bien ne pas y avoir même de restauration donc dans une résidence étudiante. Mais dans ce cas-là, on arrive à la troisième, c'est-à-dire un service de linge, de blanchisserie mis à disposition. Et quatrièmement, le ménage, les prestations de ménage qui vont être proposées. Voilà ces 4 services. C'est 4 services qui constituent. Donc la résidence service propose à la fois, il y a dans la résidence étudiante par exemple un espace de fitness, décontraction, relaxation, pour nos jeunes et moins jeunes. Voilà, il peut y avoir des espaces, vous savez maintenant on trouve ça couramment dans la résidence étudiante, de coworking ou autre. Pas que la détente, il y a le travail aussi. Si vous êtes dans une résidence touriste, vous avez bien compris, il peut y avoir une piscine, il peut y avoir un espace ludique, aquatique, voilà, un restaurant, etc., et qui vont répondre donc à cette définition. Voilà, 3
sur 4. Ok. C'est très important. Alors, j'allais te couper. T'étais en train de... T'allais me poser une question? Non, 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 Bon, non, ouais. non, 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 C'est non, très vas-y. intéressant parce que là, ça ajoute une nouvelle dimension qui va toucher à ce qu'on appelle la TVA. Ah, ok. On rentre tout de suite dans le Non, mais dur. voilà, on pourra en reparler. Mais à partir du moment où vous avez ces prestations, vous allez pouvoir être assujetti. La commercialité, en fait, qui est celle de la résidence, va vous permettre, vous, en tant que propriétaire, d'être assujetti à la TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être assujetti à la TVA? C'est surtout que vous allez pouvoir vous la voir remboursée. Ouais, donc C'est une si vous TVA avez- un taux voilà. normal? Oui, À parce 20? que voilà, si vous achetez un logement meublé et que ce logement est neuf, donc il y a 20% de TVA, et que vous allez le gérer vous directement et que vous le donnez ça restera 100 000 euros TTC à un locataire final. Si c'est dans le cadre d'une résidence avec service, comme j'ai ces 3 services sur 4, cette commercialité me fait rentrer dans le champ des assujettis à la TVA avec ces 3 services et je vais pouvoir récupérer cette même TVA. Et je pourrai, au fur et à mesure de la vie de mon investissement, que ce soit sur des sujets divers et variés, ça peut être des honoraires, ça peut être l'achat du mobilier, etc., à chaque fois récupérer cette TVA. C'est quand même pas mal. Parce qu'aujourd'hui, la TVA, on en parle Ouais. dans un environnement fiscal assez mouvant en ce moment, mais la TVA, c'est quand même assez Voilà. indolore comme impôt. Mais, voilà. Donc ça, c'est une différence quand même significative et qu'il faut prendre en considération. Ok. Au-delà des services qui valorisent également le bien que vous allez donner à la location. Et après, il y a autre chose. C'est-à-dire, dans le cadre d'une résidence avec service, votre locataire n'est plus, comme on l'a présenté à titre d'illustration, par exemple cet étudiant ou ce touriste ou cette personne âgée. Votre locataire devient l'exploitant de cette résidence. Et donc, là, vous vous retrouvez avec un locataire professionnel. Alors, dans votre logement, il y aura toujours cette clientèle finale. Il y aura ces étudiants, il y aura ces touristes. Mais contrairement à celui qui est en lien direct avec eux et qui doit les gérer, là, ça y est, vous vous coupez de cette clientèle finale. Et ça doit aussi beaucoup au succès de la location meublée, justement, en résidence-service et sous bail commercial. Eh oui. J'effleure un nouveau sujet qui est celui du on, bail commercial. on va lancer. Voilà. Peut-être juste parce que ce matin on était en formation avec les équipes, peut-être tu peux nous rappeler un petit peu le fonctionnement, comment travaille Consulteam justement avec cette spécificité sur les résidences de service en tant que, on va dire, triptyque, promoteur, gestionnaire. Comment se positionne Consulteam? Quelle est la valeur de Consulteam sur le montage de ce type d'opération? Question, merci pour cette question, parce que en fait, elle est névralgique et en fait, elle explique notre histoire et notre présence sur le marché. Autant quand vous portez acquéreur d'un logement, dans le neuf ou dans l'ancien, et qu'ensuite vous voulez le donner, on l'a vu par exemple à la location meublée, ça peut être à la location nue, votre sujet va être directement celui et uniquement celui de l'immobilier, bien sûr, et du marché. Quand vous êtes dans le cadre d'une résidence avec les avantages que ça suppose, dans le cadre d'une résidence avec service, il va falloir, dans le cadre de cette offre, sélectionner en amont justement ce locataire professionnel. Les deux vont ensemble. Soit parce que vous êtes dans le neuf et donc il y a un promoteur et on va dire ça va se passer avec tel gestionnaire et ça ne pourra pas se passer sans lui, parce qu'il faut bien proposer dans cette offre cet exploitant. Et si c'est dans l'ancien, ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'il y a dans le cadre de cette résidence un locataire qui est un professionnel et qui est sur place. Et tout notre travail, ça va être de sécuriser. Alors, il y a aussi beaucoup de négociations, justement, parce que la sécurité passe par la négociation, des critères, à la fois immobiliers, comme on l'a vu, et là, tous ceux qui ont rapport avec cet exploitant professionnel. Qui, à quelles conditions, qu'est-ce qu'il reversera comme loyer, etc. Alors après, tout ça va être encadré, mais ces mêmes conditions, elles doivent faire appel, et c'est beaucoup mieux que ce soit finalement un opérateur indépendant. Parce que si c'est le gestionnaire qui directement, lui, a proposé ces conditions, et que le particulier est en contact lors de son projet avec le promoteur, avec ce même gestionnaire, il y a un filtre qui manque. Alors le filtre, il existe sur Bonjour Patrimoine, avec des conseillers indépendants, mais là, vous mettez un autre filtre. Et qui en plus... C'est d'ailleurs ce que nous, on va chercher voilà. en travaillant avec vous. Et donc, pour être avec les bonnes personnes, sur les bons projets, et sur donc des opérations dont la bonne tenue et le succès tiendra après dans la durée à cet opérateur qui prend à bail. Voilà.
un nouveau terme, On y qui revient. prend à bail cette résidence, et donc avec chacun des propriétaires qui en constituent la copropriété. Ok. Bon, très cool. Merci pour ce petit encadrement sur le fonctionnement et la valeur de Consulteam. Par rapport à ce que tu disais sur le bail commercial, on dit souvent que c'est la clé de voûte d'un investissement en location meublée, en résidence de service particulièrement. Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument? Qu'est-ce qui change dans la relation avec l'exploitant et en quoi, en vrai, c'est une force? Et qu'est-ce qu'il faut analyser surtout pour voilà, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui se pose des questions de savoir si voilà, il va investir dans une résidence de service? Voilà, qu'est-ce qu'il doit regarder et comment ça fonctionne le bail commercial? Beaucoup de questions. Oui, oui, oui. Alors, le bail commercial, c'est vraiment l'épine dorsale des relations qui vont avoir lieu entre le propriétaire investisseur et son locataire. Le bail commercial, c'est très simple, hein, c'est très courant d'ailleurs, hein, parce que des beaux commerciaux dans l'immeuble où nous sommes, je pense qu'il y en a certains. Il n'y a que ça. Voilà, pour les sociétés qui louent auprès de propriétaires bailleurs les espaces de travail comme celui où on se retrouve aujourd'hui. Donc le bail commercial, c'est un contrat, ni plus ni moins, est très encadré et très clair, et donc ça c'est important, qui va encadrer les relations entre le locataire, et là qui s'appelle un locataire professionnel, l'exploitant, et un propriétaire bailleur. Considérez que c'est ni plus ni moins le pendant, mais sur le plan commercial, par exemple, du bail d'habitation. Le bail d'habitation, tout le monde le connaît, pour avoir été locataire ou pour être propriétaire, bailleur, il va encadrer les relations entre le propriétaire et son locataire. Le bail commercial, c'est strictement la même chose. La seule chose qui change, effectivement, c'est que c'est un locataire professionnel. Et là, tout de suite, à quoi ça fait penser? Ça fait penser tout simplement qu'un professionnel est moins protégé, et c'est normal, qu'un particulier. Parce que le particulier auquel vous donnez le logement, il est très protégé en France, on le sait. Un locataire est très protégé. Par exemple, on ne s'en sépare pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est son toit, c'est son lieu de vie. L'exploitant professionnel, lui, c'est juste son lieu de travail. Et donc, ce bail commercial, déjà, c'est quelque chose de très courant. Donc, il a lieu d'être et court dans les résidences de service. Et il va me permettre d'avoir un équilibre plus intéressant et plus avantageux dans les relations qui seront les miennes avec mon locataire qui est un pro. Donc, dans des notions diverses et variées, mais on peut les illustrer très rapidement. Par exemple, donner congé, c'est 6 mois avant, et on n'a pas invoqué de motif. Avec un locataire classique dont c'est le toit, il y a des motifs bien identifiés qui permettraient et qui permettent de lui donner congé. Hein. Donc vous avez aussi, par exemple, donc beaucoup de points d'ordre public, mais la liberté contractuelle des parties, parce que c'est un pro, est beaucoup plus ouverte. On me dit, vous avez obligation, voilà une obligation légale, d'augmenter les loyers, mais vous avez la liberté de l'indice. Jamais de la vie avec un particulier, parce que c'est un pro. Les répartitions des charges, et ça c'est un sujet financier fondamental, les répartitions des charges, vous savez qu'un locataire, par exemple, allez, pour schématiser mais en même temps correspondre à la réalité, il change le joint du robinet, ses propriétaires changent le robinet. Dans bon nombre de beaux commerciaux, toutes les réparations courantes, comme changer par exemple un robinet, sont à la charge du locataire, ce qui n'a pas lieu avec un particulier. Hein. Vous n'avez pas facturé votre cabinet, parce que votre cabinet, excusez-moi, votre locataire, parce que vous changez quasiment l'ensemble des WC. Hein. Je donne cet exemple, ou autre, etc. etc. Donc le bail commercial a aussi un intérêt qui découle du professionnel, mais qui va devenir un avantage. C'est qu'il est sur une durée longue, obligatoirement entre 9 et 10 ans. Et 12 ans. Alors que les beaux meublés privés, c'est un an. Voilà. Très, très court. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une durée longue? Alors déjà, cette durée longue existe parce que c'est un pro. Et ce pro, on protège son activité économique. Vous ne pouvez pas avoir un pro et lui dire, tiens, c'est pendant un an, et puis après, tu as commencé à bien développer ta clientèle, etc. Maintenant, je récupère mon local commercial. On va pas être d'accord. Hein. Donc, le bail commercial, c'est entre 9 et 12 ans. Par ricochet, ça devient très intéressant, si vous voulez, pour le propriétaire. Pourquoi? Parce que si vous aviez dans le monde locatif classique, je vais dire autre, celui qu'on a évoqué par exemple dans Nu, et on vous dirait, tiens, j'ai un appartement, et cet appartement, on va chercher un locataire, et on trouve un locataire qui dit, regardez, ce locataire, lui, il s'engage pour 9 ans, il sera vos locataire pour 9 ans. Tous les propriétaires de France seraient très contents d'avoir, à chaque fois qu'il y a un locataire, de dire, c'est pour 9 ans. C'est pas le cas. Bon. Dans le cadre du bail commercial, c'est minimum 9 ans. Donc ça donne quand même un grand confort, une régularité,
Et quand on est investisseur, et puis dans les périodes en plus, qui sont des périodes comme celles que nous vivons, qui sont un peu plus troublées, plus incertaines, avoir cette visibilité et pouvoir sur la durée dormir tranquille, ne pas se dire tiens j'ai plus de locataire, il faut changer, l'agence m'a prévenu, il y a une rotation, il y a une vacance, etc., une instabilité, et pourtant j'ai un crédit en fait à honorer. Voilà, ça c'est, je pense, on met souvent beaucoup en avant la fiscalité et on oublie ces critères parce que ils semblent découler de source, alors que ceux qui ensuite en profitent s'aperçoivent Oui. que dans la durée c'est très confortable. Bah oui, c'est sûr. Une tranquillité d'esprit, pas de souci de gestion. Alors que quand on veut le faire soi-même, bah, potentiellement, on peut avoir, dans le cas des étudiants, peut-être 2 mois de turnover Ouais. tous les 10 mois, enfin Couramment. tous les 12 mois. Voilà, la question se pose plus, c'est-à-dire que les jeunes dans la résidence avec service peuvent très bien, l'appartement qui est le mien, en juillet et août, personne. Ou jusqu'au 15 juillet. Il peut y avoir d'un seul coup un trou entre deux locataires. Moi, mes loyers tomberont à l'identique. Les recettes donc de mon locataire professionnel, qui lui gère cette clientèle finale, vont varier. Moi, mes recettes restent les mêmes, quels que soient ces mouvements à l'intérieur de la résidence. Ouais. En fait, nos clients investisseurs toucheront leur loyer, que ce soit loué ou pas loué. En résumé, mais pour bien les toucher, il faut que Il ça vaut mieux soit que ce quand soit même loué. loué On y reviendra. et bien loué à bon prix. Et que donc on le verra qu'il faut que le prix proposé, tout ça c'est des critères en fait qu'on analyse au destinataire final qui regarde moins. Voilà une erreur là qui peut être faite et qui a été faite par certains investisseurs qui pensaient pouvoir séduits à juste titre par le cadre et se dire bon bah tiens voilà, et ils s'aperçoivent pas que en fait le client final, les tarifs qui sont proposés sont bien trop élevés. Donc au bout d'un moment le loyer que verse celui qui est censé vivre avec lui-même les loyers qu'il a perçus auprès de la clientèle finale sont mis à mal. Donc ça, c'est quand même important. Et de s'en soucier, on pourra en reparler. Bah, on va en parler tout de suite. En gros, tu me disais 5 types de résidences de service. Je suppose avec des baux commerciaux, peut-être avec certaines spécificités en fonction du type peut-être de résidence, ou pas d'ailleurs. Et après, des critères en tout cas je dirais, économiques derrière, qui sont peut-être différents aussi d'un secteur à l'autre. Oui. Alors il y a 5 grandes familles. Voilà. Une première famille alors qui est composée de 2 mondes, mais en un seul, un univers des personnes âgées. Vous avez celles qui sont dépendantes, ça va être les résidences-services qui sont des EHPAD. Donc les uns les autres, vous savez, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une EHPAD. Une résidence senior, donc là c'est ce qu'on appelle en fait des seniors autonomes. Donc ils n'ont plus une chambre médicalisée, mais un appartement à disposition. Donc EHPAD, résidence senior. Ensuite on l'a abordé les résidences étudiantes. Voilà, donc ça c'est la troisième typologie. Après vous avez les résidences de tourisme qui vont être donc les résidences de loisirs, au bord de la mer ou autre. Il y a certaines qui sont classées en résidence du tourisme et qui ont des résidences beaucoup plus urbaines, beaucoup plus consacrées au court séjour, ou au tourisme urbain ou métropolitain. Et après, une cinquième qu'on dénomme, nous, depuis un certain nombre d'années, mais qui est due à l'évolution des usages, des résidences mobility. Voilà, on va dire mobility, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mobility, c'est des résidences qui sont très cousines et apparentées d'ailleurs aux résidences de tourisme, mais qui vont mixer des flux différents. Ça, c'est une recette qui fonctionne bien. C'est de comprendre que sur un marché, si vous êtes... regardez les touristes qui sont au Capitole, mais vous pouvez avoir une résidence en fait, qui va s'adresser à la fois aux touristes, qui va s'adresser aux jeunes actifs, des personnes en mobilité professionnelle, des séjours temporaires. On a livré une résidence, on est à Toulouse, écoute, en 2022, on a livré une résidence 4 étoiles au Dalis à Blagnac. Tout à fait. Il peut y avoir des touristes, des gens la qui zone arrivent aéroportuaire, Toulouse, et qui vont découvrir le sud-ouest et qui ont commencé par un des endroits voilà, quand même illustres du sud-ouest, la ville rose, mais vous allez avoir aussi des hommes d'affaires qui vont être de passage à Blagnac, parce qu'ils atterrissent, ils repartent le lendemain, ils seront là pour une nuitée. Vous pouvez avoir des gens qui viennent à titre de formation, parce que c'est un étudiant en école d'ingénieur et qui arrive pour une semaine chez Airbus. Voilà. Donc vous voyez, ça on les appelle les résidences mobility parce qu'elles permettent
Et c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus performant financièrement que d'être sur un créneau unique. Si vous êtes juste sur une résidence étudiante, vous ne ciblez que la résidence étudiante. Voilà. Si vous êtes que au bord de la mer, alors il y a de très bonnes résidences au bord de la mer, simplement elles n'auront pas des clientèles additionnelles. Voilà. Donc, vous voyez ces 5 familles, hein, EHPAD, voilà, seniors, étudiants, tourisme de loisirs ou urbain, et puis résidence mobility. Ok. Merci pour ces éclaircissements sur le marché du coup, des résidences de service. La rentabilité en fonction des types de résidences peut varier ou c'est à peu près ISO pour tous les types de résidences? Alors, d'une typologie telle qu'on vient de les découvrir, évidemment, mais également à l'intérieur d'une même typologie. Parce qu'on sait bien, pourquoi je dirais variable entre les typologies. Parce que tout simplement, si vous êtes par exemple dans le cadre d'une résidence étudiante, une petite surface dans une grande métropole, très clairement, votre bien, puisqu'il y a plus de cloisons, etc., en fait, voilà, un bien de petite surface, proportionnellement, dans la même résidence, coûte plus cher qu'un appartement T3. Hein. Donc, par exemple, dans les résidences étudiantes, tout notre travail, ça va être de bien négocier. Pourquoi? Parce que les charges aussi, vous avez différentes charges. On va voir qu'en location meublée, elles sont quand même très, très réduites. Vont être, pour certaines, plus lourdes proportionnellement, rapportées à une surface donnée. Voilà. Donc les rentabilités vont varier. Et après, à l'intérieur, oui, à l'intérieur, évidemment, d'une même famille. Parce que si vous regardez, ça c'est la règle de tout immobilier. Si vous achetez dans le centre de Toulouse, le bien immobilier coûte plus cher. Oui, vous le louez plus cher, mais la différence entre votre loyer et votre prix d'achat, on ne s'y retrouve pas forcément en termes de rentable. Voilà. Si vous êtes à 30 km et que vous partez, ou je sais pas, vous allez à Cugnot, là chez vous, là, à Cugnot au sud, eh bien, vous allez louer un tout petit peu moins cher, mais vous allez continuer à bien louer, mais vous avez acheté moins cher. Donc vous voyez. Donc il peut y avoir une résidence-service là-bas, et il peut y en avoir une ici. Toute, voilà, en faisant abstraction si elle correspond ou pas à son marché, mais c'est pour bien illustrer le fait que sur un territoire donné, les rentabilités sont aussi tributaires, et c'est très bien, du prix qui est celui de mon immobilier. Et le prix de mon immobilier, tout le monde comprendra que quand vous êtes dans le centre de Paris, vous êtes île de la Cité, etc., dans l'hypercentre de Paris, vous allez avoir des rentabilités faibles, mais vous avez une sécurité sur la valeur, c'est-à-dire votre bien immobilier, qui est transgénérationnel. C'est très très solide, la valeur de votre bien. C'est sûr. Et puis quand vous allez plus à l'extérieur, les prix baissent, parce qu'il y a moins de valeur intrinsèque, hypothécaire, comme on dit. Et donc, oui, des loyers qui sont moins élevés, mais pas proportionnellement. Voilà, c'est plus à l'avantage. Dans toutes ces choses, et puis dans les résidences-services, après, nous, on intègre dans cette question des rentabilités, mais comme vous le faites, à l'occasion de ma visite de ce matin, j'ai parlé aux uns et aux autres, dans le domaine financier, ça va dépendre de la signature, par exemple, du gestionnaire. Si vous avez un gestionnaire qui, depuis 30 ans, renouvelle bien ses baux, qui sont des milliers d'investisseurs à honorer tous ces loyers, évidemment, ça rapporte un petit peu moins, parce que c'est beaucoup plus sécurisé que quelqu'un qui est un peu plus récent, sur lequel on peut avoir un peu quelques hésitations, etc., etc. Donc, mais tout ça est rationnel, c'est-à-dire que ces niveaux de rendement ont des explications très objectives, c'est pas au doigt mouillé. Hein. Donc voilà, et quand on est sur les pads, on n'a pas les mêmes niveaux de rendement que quand on est sur l'étudiant, etc., etc., etc. En fait, il y a une analyse au cas par cas, oui. En fonction de la typologie, en fonction du gestionnaire, en fonction de la localité. C'est vraiment... En fait, on va associer à ces univers des règles que vous retrouvez qui sont des règles de bon sens. Si, par exemple, vous louez des places de parking, vous achetez des garages. Vous louez des garages à Toulouse. Votre rentabilité, elle est supérieure. Si vous en aviez acheté 10, au lieu d'acheter un T2 près du Capitole, eh bien, votre rentabilité sera supérieure. Si vous achetez, par exemple, des bureaux à Toulouse, vous allez avoir plus de rentabilité que si vous achetez un appartement et que vous allez louer dans un immeuble classé. Vous aurez, le bureau, il pourra vous rapporter 10%, alors que place du Capitole, vous êtes très content d'avoir 3%.
Voilà. C'est très bien, place du capital 3%. Ça doit sûrement être bien. Je Oui, n'ai je sais pas pas. de Voilà. référence là comme ça, mais Ouais, je peux parler du pays nantais. Donc voilà. Donc attention, il y a derrière des explications logiques et qui tiennent, après les cabinets partenaires très modestes, hein, Philippe. pose les chiffres. Voilà, explique très bien ces choses et en fonction du profil qui est celui du candidat acquéreur, d'adapter les offres. Voilà. Et donc ça va permettre normalement ces différents univers et ces différents critères de correspondre à des publics différents, à des attentes différentes. Ok. Donc, oui, donc c'est une classe d'actifs à part entière dans Oui. une fiscalité attrayante. Et peut-être que maintenant, on va aborder un peu plus en profondeur le sujet fiscalité, qui a quand même récemment fait l'objet de quelques tentatives de mise à mal, même si les résidences de services ont été plutôt épargnées sur le sujet. Bon. Si on parle un peu fiscalité, rapidement, voilà. Comment fonctionne la location meublée? Qu'est-ce qui surtout la distingue de la location dite nue, qui est quand même assez lourdement taxée aujourd'hui? Très taxé. Qui fait partie des typologies de revenus, effectivement, les plus lourdement taxés. Ce qu'on appelle donc les revenus fonciers. Exactement. Démarrer par cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité que vous pouvez tous imaginer, même si vous n'étiez pas propriétaire, imaginez l'acquisition d'un appartement que vous allez louer 500, c'est un studio que vous achetez, hein, que vous allez louer 500 € par mois. Alors vous dites, ah bah tiens, mon voisin a acheté, moi je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Oui, mais découvrez aussi ce qui se passe pour lui, hein, avec, il va encaisser quoi quand tout se passe bien? Il va encaisser 6 000 € de loyer, 500 fois 12 mois. Les charges, en fait, il n'y a pas que le sujet de la fiscalité. Hein. Il y a déjà le sujet des charges. Les charges, toutes confondues en immobilier, c'est quasiment à peu près 2 000. À l'année, vous avez encaissé. Votre locataire, lui, il a payé 6 000 à l'année. Mais vous, sur les 6 000 que vous avez encaissés, vous avez au bas mot environ à peu près 2 000. Et là où ça se corse, c'est sur les 4 000. Parce que là, pour l'instant, on est comme dans le monde du travail, c'est-à-dire que tout le monde, d'ailleurs, il faut toujours avoir ce réflexe. C'est votre credo, c'est votre métier, de regarder. Les salariés connaissent leurs revenus. Tous les salariés de France connaissent leurs revenus bruts, mais regardent chaque fin de mois sur leur bulletin de salaire leur revenu net. Hein. Et donc, sur ce revenu net et de le net charge. Imposable. Et oui, parce que sur ce revenu net de charge que le propriétaire, une fois disparu, une fois payé toutes ces charges qui lui incombent, gestion locative et autres, etc. Sur ces 4 000, s'il a une tranche d'imposition de 30, plus la CSG, que tout le monde connaît de nom, hein, de 17,2, vous voyez, ça fait 47,2. Donc sur les 4 000, il y a quasiment 2 000 qui partent encore de fiscalité. Donc ça, c'est, quand on dit lourdement taxé, oui, les revenus locatifs en France sont très lourdement taxés. Il lui reste 2 000. Il a encaissé, son locataire a payé 6 000, lui, il lui reste 2 000. La location meublée va avoir pour... Et c'est ça, c'est pour ça que c'est une des raisons de son succès. Va permettre une fois... Alors je vais déjà avoir moins de charges. Quand je suis dans le cadre des résidences avec service. Attention, quand je suis dans le cadre de la location meublée directe, j'ai un peu plus de charges. Pire. Oui, j'ai un peu plus de charges. Simplement, de par le statut de la location meublée, je vais pouvoir amortir. Alors, c'est souvent, quand quelqu'un découvre cette notion, sauf à être comptable, etc., de dire qu'est-ce que vous entendez bien par amortissement ? Amortir, en fait, c'est relativement simple si on l'illustre par un exemple. Le fait de toucher non plus des revenus fonciers, mais ce qu'on appelle des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et vous avez vu que j'ai une activité meublée. Et je dis activité. En louant en meublé, en fait, je développe une activité. Cette activité, cette prestation, me permet de bénéficier de la comptabilité des entreprises. Et que font les entreprises? Elles amortissent. Ce qu'on ne fait pas, nous, on n'amortit pas sur nos revenus et ce qui peut avoir lieu en fait en différents types de charges. Donc sur un immobilier, une fois que j'ai retiré mes charges, qu'est-ce qui se passe? Je suis imposé sur mon résultat net. Si je suis en meublé, je vais pouvoir imputer et ajouter derrière ces premières charges une charge comptable qui s'appelle l'amortissement. Si c'était un photocopieur, je prends un exemple très simple, un ordinateur qui vaut 500 €. C'est pareil, une entreprise l'amortit. Voilà. Amortir, c'est pas sorcier, finalement. Hein. Un ordinateur, disons, et vous le savez très bien, j'en vois un devant moi là-bas. Ça s'amortit sur une durée de 5 ans. Tout le monde comprend pourquoi c'est là ce qu'on appelle l'obsolescence. L'obsolescence et le constat de dépréciation. Cet ordinateur, dans 5 ans, je pense qu'il sera peut-être même plus ici. Hein. Il sera plus ici. Donc, s'il m'avait coûté 500 € sur 5 ans, je vais imputer une charge comptable de 100 € et par an et pendant 5 ans. Et si j'impute ça sur mon résultat
Après les autres charges, je ne serais pas imposé, j'aurais ajouté une charge additionnelle. Un immobilier s'amortit sur une durée moyenne de 30 ans. Si vous avez acheté un bien de 150 000 euros, vous avez le droit d'imputer par an. Je passe les détails, ça n'a pas lieu aujourd'hui. Oui, on est plus dans la compréhension de 4 500 euros. Donc si j'avais 6, 7, 8 000, une fois que j'ai envoyé, vous voyez, retirer mes 2 000 de charges et qu'il me reste 4 000 sur lesquels je vais être imposé, mais que j'impute 4 500, ça y est, je suis à zéro. Donc là, j'aurais pu mon impôt et ma CSG. D'accord ? Alors, retenez que les charges courantes de l'immobilier, ma taxe foncière, mes frais de gestion, etc., sont imputables. Derrière, heureusement, on n'est pas dans un pays où on est imposé sur son revenu brut. Sont donc imputables, déductibles et déductibles pendant 10 ans. Parfois, je peux avoir fait des travaux et j'ai plus que de loyer, donc je vais les reporter les années suivantes, comme on a vu là, par exemple, avec cet ordinateur. Bon, déductibles pendant 10 ans. Et les charges comptables qu'on vient de décrire, l'amortissement, il est déductible lui aussi et reportable indéfiniment. Et je termine par là. Par exemple, un investisseur qui fait un crédit par rapport à celui qui n'en fait pas. Il a des charges d'emprunt, vous avez compris. Voilà, il retire ça de son revenu. Et donc lui, puisqu'il a des intérêts d'emprunt à payer, là, ça devient une meilleure nouvelle, parce que payer des intérêts d'emprunt, ça n'a jamais fait plaisir à qui que ce soit. Mais du coup, les amortissements derrière, j'en consomme moins et je les reporte dans la durée. Donc je ne vais avoir aucune imposition, par exemple celui qui a crédit, sur une durée beaucoup plus longue, parce que je mange moins mes amortissements pour arriver à zéro. C'est quoi à peu près d'ailleurs la durée moyenne ? C'est louche. Quelqu'un qui serait, si vous voulez, en financement comptant, sans crédit, va être non fiscalisé pendant une période de 15 à 18 ans. Et puis quand vous êtes à crédit avec les taux actuels, c'est pour ça que je dis finalement mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, parce que les taux sont un peu plus conséquents, on le sait tous, va lui aller chercher, parfois ça va durer jusqu'à 25 ans, sans fiscalité, 22, 25 ans. Donc c'est aujourd'hui avoir des revenus sur lesquels, pendant des durées qui avoisinent les 20 ans, ça explique une partie du succès de la location meublée. Très clair. Voilà. Très clair. Parce qu'après, la réforme qu'il y a eu, là, c'était notamment la réintégration justement de ces amortissements en matière de plus-value immobilière. Pour le coup, ça a été la grande nouveauté, on va dire, du 1er janvier 2025. Mais ça ne concerne pas les résidences de service. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a cherché à nous dire le législateur là-dessus ? Le législateur nous dit, en l'espèce, vous profitez des amortissements, et beaucoup de gens en profitent, vous voyez, y compris ceux qui font du Airbnb. Et le viseur, c'était ça, voilà, peut-être, quand même. C'est pour ça que je l'évoque. Vous profitez des amortissements. Grâce à ces amortissements, y a des sous qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, et vous préservez votre revenu. Et puisqu'il s'agit de la comptabilité des entreprises, du statut comptable, lorsque vous revendrez, quand vous calculez votre éventuelle plus-value, si j'ai acheté 100 et que je rends 110, la plus-value, elle est sur 10, vous voyez. Mais si vous avez consommé, par exemple, 20 000 d'amortissement, on les réintégrera. Alors, attention, parce que, en fait, dans la plus-value, après, vous avez des clés. Oui, les abattements pour durée de détention, etc. Mais l'assiette sera quand même plus grande. Voilà. Donc, ça n'empêche pas les gens, attention, parce que la location meublée que vous faites comme ça en direct, elle est assez courante, ma foi. On parle de Airbnb, mais il y a des gens qui, depuis des années, louent, par exemple, un appartement au bord de la mer. Ils ont un bien. Il y a des gens qui ont un bien de ci, de là, et qui le louent épisodiquement. Il y a beaucoup de gens qui louent des appartements. Alors, c'est moins adapté au monde étudiant actuel, mais directement à des étudiants. Les étudiants, on l'a vu, préfèrent maintenant des résidences où il y ait l'ensemble des prestations, toutes les commodités et la mobilité. Donc, oui, ça a une incidence. Nous pensons que c'est fort dommage en termes de transactions immobilières parce que ça va retarder. Les gens ne vont pas dire j'arrête de louer en meublé parce que plus tard il y aura une réintégration des amortissements. Je pense plutôt que les gens vont dire avant de revendre, très longtemps, ils vont chercher l'exo à 22 ans ou 30 ans. Et en plus ça tombe très bien. C'est pourquoi Philippe, ça tombe très bien parce que les amortissements, il est préférable d'en profiter, comme on l'a vu, le plus longtemps possible. C'est dommage, c'est un avantage qui peut durer jusqu'à 20, 25 ans. Et pourquoi l'arrêter au bout de 10 ans ? Quitte à les perdre, autant pas payer de fiscalité. En vous disant, voilà, j'étais tenté de revendre mon bien parce qu'il y a une opportunité, quelqu'un qui se porte candidat, avec ce type de signal qui est mauvais. Alors, heureusement, les résidences de service, pas celles qui concernent le tourisme, mais les résidences... C'est que les EHPAD, les résidences seniors et les résidences étudiantes. Voilà. Les résidences étudiantes avec service sortent de ce cadre.
ça aurait été un très mauvais signal d'aller jusque-là. Alors là, si vous voulez décourager les investisseurs qui, en fait, ne le font que pour se protéger, on parle de retraite, un sur deux prépare sa retraite en faisant ça. Donc c'est quand même quelque part assez incohérent, j'en rajouterai pas. On connaît la situation que nous vivons actuellement, mais c'est un très mauvais signal. On n'a pas besoin de ça en plus. Et dans les résidences de tourisme, nous on s'aperçoit que le flux, finalement, les gens contournent la difficulté. Certains qui n'allaient pas faire de crédit font un crédit. Parce que si vous êtes à 20 ans et que vous avez acheté, on a fait les calculs, avec un crédit, 150 000 euros dans une résidence de tourisme, à 20 ans, en général, on le garde 20 ans pour en profiter au maximum et avoir 2 baux, un premier bail et un deuxième bail. L'incidence avec les taux de crédit actuels, vous allez payer dans 20 ans, l'État sera content, c'est pas pour maintenant pour lui, excusez-moi, je fais du bruit sur la table, 3 500, 3 600 euros. De plus-value. Mais de coûts additionnels à cause de cette réintégration que vous, cabinet, vous pourrez expliquer à vos clients de façon plus détaillée. Mais c'est ça, la résultante, c'est ça. Et donc, c'est quoi 3 500 euros en euros, on va dire, courant. Hein, donc, pas en euros constants. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec 3 500 il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'on fera avec 3 500 dans 10 ans? Voilà. Mais ça renforce l'intérêt, parce que on n'est pas à l'abri aussi des imprévus. Donc, vous pouvez acheter un logement étudiant et avoir besoin de le revendre dans 10 ans. Et si vous l'avez financé cash, on va vous réintégrer les amortissements que vous avez plus consommés parce qu'il n'y a pas de charge d'emprunt. Donc, vous avez eu besoin de davantage décaisser d'amortissement pour être à zéro. Donc, finalement, tant mieux. Mais c'était pour nous un sujet de toute façon incontournable. C'était les résidences étudiantes ne viennent pas aggraver la pénurie de logements. Au contraire, elles permettent de compenser ce manque, mais vraiment criant. Hein. Dès qu'il y a le résultat du bac, on nous dit c'est la course du logement étudiant. Chez nous, non. Voilà. À Paris, je lisais pour un studio ou un T1, il y a 700 dossiers à peu près en moyenne. Pour un appartement, ce qui est absolument lunaire. Donc, et oui, en fait, le target du législateur, c'était effectivement d'arrêter cette effervescence autour de la location longue durée de tourisme type Airbnb. Ça, c'est très clair. Les pouvoirs publics sont dépassés par le vieillissement et financièrement, l'hôpital public ou les EHPAD publics, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, dire demain, vous réintégrez les amortissements parce que vous avez des milliers de particuliers. Sachez que nous, à notre niveau, depuis 1995, on a commercialisé 82 000 logements, que ce soit tourisme, étudiants et autres. Et rien que les EHPAD, en France, vous avez des milliers de particuliers, comme vous et moi, qui sont détenteurs du chambre d'EHPAD ou du chambre étudiante, etc. Demain, ajouter un petit peu de fiscalité à ces personnes-là, ok, mais il faut que les pouvoirs publics, dans ce cas-là, proposent, mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure, des offres pour ces personnes âgées. Parce que l'hôpital public, maintenant, ne peut plus faire face. Ça coûte beaucoup plus cher. Hein, bon, voilà. Mais puisque tu as abordé cette question de la loi de finances, la dernière en date. Voilà. Et vivement la prochaine. Voilà. Mais finalement, vous voyez bien que le statut lui-même de la location meublée, il n'est pas remis en cause. Et on ne peut pas. Il est lié à la comptabilité et au statut comptable en fait, de l'entreprise. Donc ça serait remettre en cause beaucoup de choses. Pas touche. Voilà. C'est très compliqué pour le législateur de revenir. Alors là, vous allez avoir des incidences qui vont être très très importantes, qui sont très lourdes. Voilà. Ok. Bon, très clair. Donc les fiscalités, on a une bonne vision maintenant de ce qu'est la fiscalité en termes de location meublée. Si on rentre un petit peu dans le détail des différents types d'investissements, aujourd'hui, c'est quoi à peu près le ticket d'un investissement en résidence de service Alors c'est très, en fait, ce type d'investissement en résidence de service, vous pouvez le faire autant dans le neuf que dans l'ancien. Dans l'ancien, pour la simple et bonne raison qu'il y a aujourd'hui 450 000 logements qui rentrent dans ce cadre, qui sont dans le cadre de résidence avec service, et présents sur l'Hexagone. Donc neuf comme ancien, et qui dit neuf comme ancien dit que vous pouvez réaliser des investissements à partir de 50 000 euros. On a parfois vu encore plus bas, enfin c'est très rare. Et puis après sur des montants effectivement sur certaines typologies beaucoup plus élevées. Mais au-delà des budgets, il y a aussi les lieux. L'ancien permet parfois de répondre à des attentes de localisation précises. Le neuf,
Il n'y a pas d'opposition, si vous Quand voulez, tu parles- il n'y a pas d'opposition entre le neuf et l'ancien. Alors, en fait. justement, parce que quand tu parles de neuf et d'ancien, c'est quoi? Parce que la plupart du temps, ce qu'on peut entendre, nous, en tant que professionnels du patrimoine, c'est un argument, c'est les résidences de service, ça se revend pas. Or, effectivement, il y a un marché à part entière. C'est un autre métier là aussi, le marché secondaire en résidence de service, que vous faites d'ailleurs au sein du groupe Consulteam. Mais je pense que ça peut être bien de cadrer ces deux typologies entre l'ancien, enfin le neuf et l'ancien. Voilà. Alors déjà, le histoire. neuf et l'ancien, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils ont simplement en fait des avantages et des intérêts qui sont différents et donc complémentaires. Donc il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, si tu veux, entre le neuf et l'ancien. Le neuf, par exemple, propose 5 garanties qui sont liées à son statut d'immobilier neuf. L'ancien, voilà, tout le monde le sait, va avoir permettre d'en rentrer directement en revenu, d'avoir peut-être parfois des budgets Un peu plus abordables, bien sûr, etc., différent. etc., etc. Donc il y a, en résumé, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, 5 grands avantages, on va dire, liés au neuf et 5 grands avantages qui sont liés à l'ancien. Donc ne condamnons pas l'un pour l'autre. Et si, par exemple, je dirais que la contradiction était de dire mais non, pas de neuf parce que c'est trop cher. N'achetez pas du neuf qui est trop cher. Il Achetons du existe, neuf à un prix de voilà, marché. il y a du neuf en fait que nous négocions et qui sont parfois pour certaines typologies quasiment au prix de l'ancien récent. Bon voilà, je referme la parenthèse, mais Ma question première, c'était quel ticket on peut imaginer pour investir oui, c'est en à partir résidence de de 50 service 000. en À partir de 50 000. Ok. Mais ensuite, quitte à arbitrer, c'est la situation en fait de l'investisseur, ses attentes. Si vous avez quelqu'un qui est par exemple très âgé, il veut pas forcément s'offrir 2 ans d'attente Eh oui. pour un bien neuf. Oui, parce que le neuf dit Euh, vente en état futur achèvement, pas forcément construit, même si voilà. on a déjà eu des programmes neufs achevés. Oui. Ça existe aussi chez vous, mais Quelqu'un qui préfère plutôt de l'étudiant dans le sud-ouest, pas Louis, et momentanément dans le neuf, on n'a pas sélectionné d'opération, on trouvera des offres et on négociera des offres dans l'ancien. Ok. Vous voyez. Donc il y a aussi une personne dont le budget... Voilà, mais je voudrais passer le message, ce n'est pas juste une question de budget. Il y a aussi des gens qui veulent voir ce sur quoi ils investissent. là, dans ce cas-là, c'est plus Et facile pourquoi dans l'ancien. pas, puisque c'est de l'immobilier, dans le financier, on ne cherche pas à voir. Quand on met de l'argent sur son livret A, on ne vous demande pas à voir le livret A. De l'immobilier, moi je trouve forcément très naturel de se dire, bah, tiens, moi je souhaite un achat immobilier, je vais me passer des avantages du neuf, mais je voudrais voir comment ça fonctionne, est-ce que ça tourne bien, où en est le gestionnaire, etc., etc. Donc ça offre aussi par exemple une visibilité. Alors le neuf, lui, il va se défendre, il va dire, oui, mais moi, il n'y a aucun sujet travaux, il n'y a rien, il ne se passera rien pendant 10 ans, ça démarre. Voilà, donc lui, il aura une bonne visibilité. C'est ça. L'ancien, lui, il aura une lisibilité, comme on dit, nous professionnels. C'est-à-dire qu'à 1 euro près, je peux voir, je peux même prendre des photos dans tous les sens. C'est très lisible, je suis à la loupe. Et le neuf, j'ai un champ quand même devant moi. Il va... C'est comme quand j'achète une voiture neuve. Voilà, j'achète une voiture neuve, je suis parti pour un certain temps sans préoccupation particulière. Voilà. Oui. Donc quelqu'un par exemple qui veut un revenu complémentaire mais sans aucune incidence à un moment ou à un autre de remplacer telle ou telle chose. En général les baux sont assez bien faits donc c'est quelque chose, sont pris en charge par le gestionnaire, mais quand même. Hein. Parce que le mobilier peut devoir être remplacé, parce que la résidence elle est là depuis 15 ans, etc. etc. Hein. Donc vraiment à ne pas opposer. Et chacun voit midi à sa porte, et puis le conseil que vous êtes répondra aux situations des uns des autres. Voilà. Oui, il y a de tout. Et c'est très bien de pouvoir proposer les deux. Effectivement, ça répond à des typologies, à des objectifs différents. Et d'ailleurs, le marché de l'ancien s'analyse aussi quant à la durée de bail restant. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être à regarder et qui sont intéressantes. D'ailleurs, pour aller sur ces sujets-là, ce matin, tu nous disais que vous aviez une approche tournée par les risques chez Consulteam. Si on parle un petit peu risque de ce type d'investissement ou avantage, voilà, en quelques punchlines, qu'est-ce qu'il faudrait que nos auditeurs gardent en tête? Le premier risque, c'est de regarder que les avantages, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que il va y avoir de grands risques, en fait. Ou alors, moi, je vais commencer par les erreurs. Les risques, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que dans les risques, c'est les risques ou les erreurs? Allez, les deux.
Euh, euh, bon, les risques. Allez, je commence par les erreurs, ça je préfère. Et après, on va voir les risques qui sont propres à chaque typologie à partir du moment où on ne fait pas les erreurs. Mais les erreurs, en fait, c'est tout simplement, là, on vient de découvrir, comme quelqu'un, par exemple, découvrirait que un deux roues électrique est plus performant qu'un vélo où il va falloir pousser un petit peu sur les pédales. Hein, ou qu'une voiture, c'est mieux qu'un vélo pour avancer, c'est plus performant. Et puis on va acheter n'importe quelle voiture. Donc, séduit et à juste titre par le cadre, qui est celui des résidences-services, par la typologie de revenus, tout ce qu'on vient de décrire, se dire, eh bien, n'importe lequel, sans discernement. Non, il y a des très bonnes opérations, il y a des opérations qui sont moyennes, et il y a de très mauvaises opérations. Voilà, c'est tout. Une voiture, c'est mieux qu'un vélo, mais on peut acheter une très mauvaise voiture. Et puis après, on peut s'emballer, et c'est une deuxième erreur, sur, je dirais, le marché. La première erreur, c'est de se dire, ce cadre, la résidence-service, et puis je regarde pas trop ce qu'il y a derrière. Je me dis, bah, ça va tourner, c'est bien, j'ai plus à m'occuper de rien, tout est garanti, etc. Donc ça, c'est une sombre erreur. Et puis, bah, sinon, vous auriez plus de travail, et on le saurait depuis longtemps qu'il n'y a pas de question à se poser. Hein. Ça serait comme sur un taux administré, sur un livret, on est capable soi-même de déposer cet argent sur ce livret, on n'a pas besoin de voir Bonjour Patrimoine. Et puis, la deuxième erreur, c'est de s'emballer aussi par un marché. C'est de se dire, ok, le cadre est intéressant, mais les personnes âgées et les seniors, c'est du tonnerre. C'est top, c'est l'avenir. Donc, je suis allé un peu plus loin que le cadre. Et je me suis dit, cela, tout va rouler. C'est impeccable, il y a une demande, il y a un marché. Et on ne va même pas regarder si l'offre concernée répond à ce marché, si la tarification qu'on va proposer à ces personnes sera la bonne, si le gestionnaire sait et a une expérience auprès de ces mêmes personnes, c'est rempli en résidence, etc., etc. Donc ça, c'est les erreurs. Après, les risques, c'est un investissement locatif. Alors, vous n'avez pas le risque, je dirais, des locataires manquants, puisque vous avez un gestionnaire. Donc, le risque, il est plutôt davantage, soit très, très conjoncturel. Regardez les gens qui sont en résidence de tourisme. Ça, voilà, ils en étaient mécontents, hein, mais comme beaucoup, par exemple, le Covid. Voilà, momentanément, les résidences voilà, étaient fermées. Ça, c'est un risque, mais je dirais que c'est un risque conjoncturel. Après, vous avez des risques économiques. Les risques économiques, là on l'a vu, quelqu'un va vous proposer une résidence senior, alors, tout le monde s'emballe sur une résidence senior, c'est génial, etc. C'est à 20 km de Toulouse, il n'y a rien, il n'y a aucune commodité autour, c'est pas des personnes dépendantes, c'est des seniors, ils veulent se promener, etc., aller auprès des commerçants, vivre, avoir une véritable vie entre eux, mais aussi vers l'extérieur. Là, c'est un risque... Le remplissage, mais voilà, et donc un risque de marché, on ne s'adresse pas au bon marché. Moi j'ai vu une résidence senior en fait à Rochefort, alors les Demoiselles de Rochefort c'est très bien, Rochefort c'est magnifique, l'Hermione c'est magnifique, et pensez-vous, le T2, à combien il donne en location? Il donne en location à partir de 1500 jusqu'à 1700 euros. Vous ne donnez pas un senior, quand on connaît le niveau des retraites en France, de 1500 à 1700 par mois. C'est pas du tout le marché de Rochefort. Donc après, à un moment ou à un autre, il y aura une difficulté sur le loyer que se met. Mais la première difficulté, c'est que cet exploitant ne va pas pouvoir remplir sa résidence, ou il la remplira mal. Donc c'est ça ce qu'on appelle, nous, les risques. Vous avez des risques aussi qui peuvent être réglementaires. Et donc, si vous faites par exemple des résidences de tourisme, il faut aller aux endroits où les gens veulent tous les services qui sont autour de services. Si vous allez très loin dans la montagne, dans le Pays Basque, dont je raffole, là, c'est peut-être plus le Airbnb qui est adapté. Hein, ou la location en fait dans le petit chalet, etc. Mais si vous êtes en pleine montagne, évidemment que la résidence de service, là vous n'allez pas faire d'erreur de marché parce que les gens arrivent, ils veulent tout en un, etc., etc., etc. Donc le principal risque, c'est, je dirais, ou en tout cas les problématiques viennent, retenez-le, c'est entre ce que perçoit mon gestionnaire de la part des locataires finaux et ce qui me verse. Vous devez vous dire, on aimerait bien que ce soit l'inverse. Lui, il gagne tant. Il encaisse, par exemple, 3 000, il en reverse 5 000, 6 000, 7 000. Quelle est sa marge par rapport à ce qu'il me reverse? Je suis en train d'expliquer qu'il faut qu'il en garde un maximum et qu'il gagne bien sa vie pour être très bien dans la résidence et me payer longtemps. Donc nous, on va négocier un bon niveau de rendement du 4%. Il faut que lui, quand il a encaissé ses loyers et qu'il a payé à vos clients, voilà, qu'il a payé ses loyers et toutes ses charges, il soit en très bonne santé. Donc le principal risque, ça va être un gestionnaire qui peut être inexpérimenté, qui ne maîtrise pas son marché, un gestionnaire qui n'est pas au bon prix, ou un gestionnaire dont le poids des loyers qu'il doit vous verser, en fait, il doit vous donner des loyers qui sont intéressants pour vous, mais il doit garder une bonne
un bon différentiel. Et c'est ça sa solvabilité, sa rentabilité. C'est ça qui fera sa pérennité. Donc, les risques, c'est bien souvent de recourir, ils sont courants, en fait, ils sont courants, on peut vous les citer, les néophytes, en fait, ne le savent pas, nous, professionnels, on peut vous donner des exemples, parce que c'est comme dans tout, dans le domaine de l'automobile, mais même dans tous les autres domaines de l'immobilier. Voilà, ils sont courants parce qu'il y a des non-sens. On a connu par le passé, je pourrais vous donner des exemples, ça remonte maintenant, ça c'est il y a plus de 20 ans, on se connaissait déjà, et tu t'en souviens, des gens qui faisaient des résidences à 1000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Alors ça, c'est un non-sens économique. Évidemment que les loyers les ont payés un certain temps, puis un jour, ils ont dit on part. Il n'y avait pas de clients. Comment voulez-vous qu'ils payent aux propriétaires des loyers alors que même, ils n'ont pas de touristes qui viennent leur en payer. Voilà. Je ne sais pas si tu entendais cela par risque. Voilà. Oui, donc mais derrière, tu il faut vraiment... C'est du bon sens, en fait. Voilà, c'est Toujours. du bon sens, il faut une analyse fine, ne pas se laisser emporter par le cadre qui est performant, indubitablement, ne pas se laisser emporter par un marché, ne pas se laisser emporter par un effet de mode. Et regardez, vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler des SCPI. Alors maintenant, elles sont moins en vogue, mais tout le monde disait les SCPI, achetez n'importe quelle SCPI. Mais non, toutes les SCPI ne se valent pas. Et donc en résidence gérée... On l'a bien vu maintenant. Voilà, il y a des clients très satisfaits, et il y a des clients qui ont essuyé des déconvenus. Finalement, c'est du bon sens. Si je vous avais annoncé que tous les gens qui avaient fait les 450 000 lots étaient tous extraordinaires et obtenaient la pleine satisfaction de leurs propriétaires, vous m'aurez dit, dis donc, normalement, il y a longtemps qu'on aurait dû en parler dans les médias spécialisés. Hein. Donc voilà. Et c'est à ça que vous servez, c'est à ça que nous servons. Ouais, très clair. Est-ce que justement, tu aurais des petites, petits listings, en tout cas pour aider un investisseur à identifier des critères justement à vérifier pour choisir un projet? Alors, ça doit être de l'immobilier géré en résidence-service. On reste toujours sur les règles de base. C'est l'emplacement. L'emplacement et le marché. L'emplacement et le marché. Donc les règles de base de l'investissement immobilier. Et à quel prix? En fait, fondamentalement, dans l'immobilier, ça va peut-être faire sursauter. Il n'y a pas de mauvais emplacement. Il n'y a que des emplacements au mauvais prix. Si un emplacement est très très médiocre, et dans ce cas-là, il faut qu'il coûte quasiment rien. Hein. Donc l'emplacement, parce que ça reste la règle fondamentale de l'immobilier, et puis adapté ou pas, avec en face le marché correspondant. Vous pouvez avoir un très bon emplacement dans une ville donnée et qui, pour le marché étudiant, n'est pas adapté et qui va être adapté pour du résidentiel et beaucoup moins pour les étudiants. Donc toujours cette relation de bien analyser ce que vous faites assez bien. Vous nous d'ailleurs questionnez assez peu souvent, donc voilà, vous savez fort bien le faire, entre mon emplacement, tout le monde comprend, mais attention, mon marché, mon marché. Et là, je reviens par exemple sur les résidences seniors. Est-ce que j'ai la population en capacité quel est l'aire que je vais couvrir, etc., etc., etc. Après, pour le coup, là-dessus, sur l'ensemble de vos programmes, vous fournissez quand même des études de marché très poussées sur le prix d'achat au mètre carré, sur la rentabilité, sur les loyers pratiqués par des résidences équivalentes dans un certain périmètre, etc. Enfin, vous apportez beaucoup de valeur pour nous conseiller derrière, justement, pour identifier les bonnes opérations à réaliser. Oui, parce que c'est une nécessité croissante. L'immobilier d'il y a 50 ans, la façon dont on pouvait s'en occuper soi-même et réaliser ses investissements, aujourd'hui a moins cours, tout simplement parce que les règles, les évolutions de marché et un tas de sujets se sont ajoutés. Et donc, finalement, l'immobilier devient un peu plus technique. C'est pas juste dire, tiens, je vais investir un studio de temps dans telle ville. On a maintenant à prendre en compte des critères qui sont beaucoup plus... je parle même pas, c'est les derniers en date, mais ça entre en ligne de compte. Vous voyez, tout le monde a entendu parler de cette histoire des DPE et autres, etc. Mais ce qu'on appelle la loyabilité, c'est la bonne... Regardez les notions d'obsolescence, c'est-à-dire l'adaptation d'un bien. Il y a des gens parfois qui nous disent, votre résidence étudiante dans telle grande ville, vous êtes à 90 000 euros dans le neuf, nous on trouve des logements étudiants à 50 000, 60 000. C'est pas comparable. Ça signifie rien. Vous pouvez trouver un logement, moi je pense, toi, peut-être plus que moi, trouver un studio, sans doute, ça doit exister dans Toulouse à 50 000, où il y a plein de travaux à faire, qui est en DPE, pas Z. Donc voilà. Donc attention à prendre en considération, parce que tout ça va avoir une incidence financière, et beaucoup plus importante que ce n'était le cas avant. Parce que plus vous avez de réglementation, plus vous avez de critères à remplir, d'obligations, plus ou moins vous allez pouvoir louer, et il faut louer longtemps dans la durée.
Voilà. On ne regarde pas ce qu'on va louer juste pendant 1 an. Ok. Donc c'est ça. Et après, vous avez bien sûr votre gestionnaire. Mais je préfère aborder les points précédents, le marché, parce que, en définitive, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il y a des gens qui vous disent c'est le gestionnaire. Il faut choisir un bon gestionnaire. Le gestionnaire, c'est un locataire. Donc je suis d'accord, il faut un bon locataire. Dans l'immobilier classique, on choisit un bon locataire. On ne choisit pas, on se dit je m'en fiche, n'importe quel locataire. Jamais de la vie. Tout le monde veut un bon locataire. Et longtemps. Et qui paye bien. Et qui prenne soin de l'appartement. Donc on veut un bon gestionnaire aussi. Un bon professionnel. On ne se dit pas c'est n'importe qui. Parce que déjà, en plus, il va prendre soin du bien. Il y a quelqu'un sur place directement pour le surveiller. Ce que je n'ai pas dans l'autre immobilier classique. Donc quelqu'un qui sache faire son métier, qui le fait bien et qui prend bien soin du machin. Et qui me paye longtemps. Et qui honore toutes ses obligations. Ok. Mais, en définitive, les bons gestionnaires, les bons locataires, qu'est-ce qu'ils cherchent, les bons locataires? Ils cherchent les bons emplacements. Un bon locataire, un bon gestionnaire, un exploitant, quelqu'un qui fait une résidence de tourisme, il ne cherche pas une résidence de tourisme, il va se retrouver à 30 km de la mer. Puis il maîtrise son marché. Celui qui est néophyte, il dit oh, on va essayer, etc., etc. Celui qui est un vrai exploitant de résidence senior, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est commerçant. S'il implante un supermarché, il ne va pas aller à l'endroit où personne ne peut se garer et où les gens vont devoir faire 20 km pour venir faire leur caddie. Vous voyez? Donc, en fait, c'est toujours des règles de bon sens. Et qui, bizarrement, parce qu'il y a un cadre avantageux, on va s'y soustraire. Et on va se dire, j'arrête, je mets pas mes ceintures de sécurité, je m'occupe de rien, j'achète ça, etc., etc. Alors nous, on est voilà, un peu terriens, un peu comme vous à notre façon en tant que Nantais. Ces règles de bon sens. Et ici, il fallait me dire, quel est le mieux entre le gestionnaire et l'emplacement? Ben, je dirais l'emplacement, tout simplement, parce que le bon emplacement va me permettre d'avoir un bon gestionnaire. Vous pensez qu'un bon gestionnaire de résidence étudiante et qui a par exemple plus de 50 résidences étudiantes en France, entre 50 et 100, c'est des grands gestionnaires de résidences étudiantes, va aller à un endroit où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de covoiturage, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien, et il faut passer 3/4 d'heure pour aller à la fac ou aller sur le campus. Mais jamais de la vie, il ira jamais. Un apprenti, oui, il ira. Et puis ça va être la douloureuse après pour tout le monde, pour lui et puis pour ses propriétaires. Donc, vous voyez, cette opposition n'a pas lieu d'être. Normalement, ça va de pair. Ok, très cool. Merci pour ces précisions. D'ailleurs, d'expérience comme ça, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu as pu voir côté investisseur? Beaucoup... quand il y a ce couple effet de mode, engouement, période relativement favorable, et où on s'affranchit des règles, mais on commence déjà par s'en affranchir dans ce domaine qui est propre, en pensant que on peut se passer des conseils en fait d'un conseiller spécialisé que vous êtes. Voilà. On ne s'improvise pas dans ce domaine. Donc déjà, alors par exemple, on l'a vu par exemple un gestionnaire, et de se dire qu'un gestionnaire, ça démarre tout seul, ça fonctionne tout seul. C'est bizarre parce que les propriétaires de commerce n'accueillent pas à bras grands ouverts des gens qui démarrent leur commerce. Ils préfèrent beaucoup plus accueillir des commerçants bien établis et qui ouvrent par exemple un nouveau restaurant à Toulouse. Oui. Et puis si ce restaurateur a 2 étoiles sur le premier au guide Michelin, il va dire le commerce est là, j'aimerais beaucoup vous avoir comme locataire. Hein, donc les erreurs, c'est, vous voyez, et ça, mine de rien, c'est très courant. C'est dommage parce que c'est du bon sens. Et ce bon sens, il faut que le conseil soit là pour le rappeler, assembler toutes ces règles, les mettre bout à bout. Les effets de mode, aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien parce que... Il y en a encore des effets de mode? Oui, il y a moins. Mais pourquoi? Mais la période est un petit peu plus difficile et incertaine. Donc les gens ont beaucoup plus de préoccupations et font attention à leur argent, mais donc aussi à leur investissement. Les gens font attention en ce moment. Voilà. Ils se disent pas je vais gagner plein d'argent, l'avenir est rose, mon employeur va employer encore plus de gens, je vais avoir plein de primes, l'économie tourne et tout. C'est l'inverse. Et ça, c'est très bien. Et si en plus ils ont des conseils, c'est très bien. Peut-être pas forcément pour le marché, mais au moins ces particuliers vont avoir une attention beaucoup plus vigilante et écouter surtout les points de vigilance que vous allez mettre en avant. Parce que assez souvent, parfois, certains ont recours à des conseillers spécialisés que vous êtes. Et voilà,
pèsent le pour et le contre dans ce que vous leur avez dit. Là, ils vont être beaucoup plus à l'écoute. Donc le message, c'est ça. C'est oui, nous rencontrons, oui, je peux vous citer des déconvenus que j'ai pu observer depuis des années, soit il y a très longtemps, ou soit il y a 4-5 ans, etc., sur le marché. Je vous ai cité, j'ai évoqué quelque chose, j'ai effleuré quelque chose, là, quand je parlais de Rochefort, etc. Donc ça va être une mauvaise appréciation. Voilà. C'est pas simplement... Oui, ça fait partie d'avoir pris un gestionnaire qui était incapable de faire ce métier, ou en tout cas qui n'avait pas apporté les gages suffisants. Quand vous faites appel à un gestionnaire sur une opération qui existe depuis 30 ans, qui a déjà renouvelé ses baux et tout, vous prenez quand même beaucoup moins de risques. Vous n'allez pas à l'aventure. On n'a pas envie d'aller à l'aventure, en fait. Il s'agit de l'argent. Si c'est à crédit, c'est celle de la banque, mais c'est pas gratuit. Hein. Donc, et puis après, il s'agit de vos revenus complémentaires. Donc, c'est pas un sujet, en fait, où on se dit, on verra bien comment ça se passera. Et puis, donc voilà, des gens qui ont acheté trop cher. Vous me direz, ça va peut-être moins court maintenant. Je suis pas certain. Voilà. Parce que déjà, si on analyse le prix d'un bien immobilier géré, par définition, comparativement à un bien autre dans le même environnement, il doit être moins cher. S'il est au même prix, voilà. Nous, nos biens neufs, par exemple, tout à l'heure, tu parlais ça de Lacano ou à Cannes la semaine dernière, ils sont au prix de l'ancien récent. C'est-à-dire qu'on est sur du neuf et l'immobilier qui a une dizaine d'années et moins autour, on est à peu près au même prix. Voilà. Donc on a vu des décalages assez conséquents il y a encore 10 Donc ans. derrière, après, qui prend à bail, quel sera son business? Combien il va facturer? C'est facile, hein. Il y a des études. Et il ne s'aventure pas comme ça. Combien il va facturer? Combien il va me verser? Voilà. Est-ce qu'il a une expérience, etc. Mais les conseils, vous, les premiers. Il faut aller voir des gens qui opèrent sur ce marché depuis longtemps et qui profitent de cette expérience. C'est-à-dire que vous faites ça depuis très longtemps. Nous, on fait ça depuis très longtemps. Donc vous, aujourd'hui, je pense que vous savez à peu près 95% de ce qu'il faut faire et pas faire. Oui. Mais bien sûr. Ça, c'est clair. L'expérience pour ça. Et c'est quand même dommage de dispenser quand on veut des conseils dans un domaine qui est propre. On va pas vers quelqu'un qui s'improvise dans ce domaine-là. On va vers les gens, en fait, qui ont fait leurs preuves à tout niveau. Voilà. Ok. Très clair. Écoute, 100% en phase. Alors, histoire de titiller un peu, est-ce que tu me donnerais comme ça d'expérience? Ça fait combien de temps que tu es dans la location meublée? La location meublée, en tant que telle, est à 100% dans l'immobilier depuis 99. Dans la location meublée, allez, on va dire la moitié, hein, même un peu plus, depuis 15 ans. Ok. C'est quoi la plus belle histoire et le plus gros plantage que tu as vu? J'ai bien aimé, alors vous allez me dire que je suis un peu élitiste, sélectif et tout, mais j'ai bien aimé la rencontre avec le gestionnaire, etc. C'est une résidence senior qu'on a commercialisée en 2014 à Levallois-Perret avec un opérateur qui s'appelle Steva. Oui. Et quand on l'a livré, alors tes confrères avec leurs clients, j'ai des clients dessus. Voilà, on les a invités et ils nous ont dit « Oh là là, c'était pour du revenu locatif ». Mais en fait, on aimerait bien les récupérer, nos logements, même pour en faire autre chose. Hein. Et le gestionnaire a dit, ne comptez pas sur moi, moi je vais assurer mes loyers, etc. Mais non, ça va être un très très bel outil de travail. Donc voilà, mais des rencontres, on en a eu comme ça de différents types. C'est la plus belle histoire, c'est aussi les satisfactions qu'on va pouvoir relever de ci, de là. La plus belle histoire, c'est aussi quand il y a des questions qui se posent, de pouvoir les régler. Parce que c'est ça qu'attendent aussi les investisseurs que nous ne côtoyons pas au quotidien. Nous, on côtoie les professionnels. Le plus beau plantage dans cet univers, malheureusement, il n'y en a pas qu'un. Je ne parle pas de chez nous. Hein. Le plus beau plantage. Moi, je pense qu'il y a des choses navrantes parce qu'on avait tiré la sonnette d'alarme. Franchement, le président fondateur de notre groupe l'a dit il y a déjà plus de 15 ans, le disait déjà en 2008-2009. Attention aux résidents seniors. Quand on commence à vous dire c'est la silver economy, etc., ça va marcher. Et puis maintenant, il y a des gens qui sont déçus, évidemment, parce qu'ils se retrouvent avec des résidences seniors au milieu de nulle part. Et la promesse n'est pas au rendez-vous. Donc ça, je trouve ça fort dommage. Après, juste retour des choses, les plus belles histoires, c'est de se dire que souvent, c'est quand même là où les voyants étaient tous au vert, que finalement, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Parce que même s'il peut y avoir des imprévus,
eh ben, on est toujours bien arrimé en fait sur son investissement et qu'en définitive, ce qu'on doit gérer, on a déjà eu à gérer un changement de gestionnaire une fois, alors c'est très élitiste, à Megève, il n'y a pas de problème. Donc il fallait remplacer un professionnel par un autre, mais une fois de résidence étudiante à Lyon, différentes choses. Voilà. Donc c'est des actifs très intéressants parce que en fait, vous allez chercher la performance, vous allez chercher du revenu, vous allez chercher des loyers. Mais derrière, il y a de belles résidences. Donc, il y a beaucoup de belles histoires. Parce que nous, on a eu la chance de pouvoir faire des résidences dans des belles stations à la montagne. On a eu la chance de faire des... Mais moi, il y en a une résidence que j'aime beaucoup, qui se retrouve à Saint-Étienne, tout près de Geoffroy-Guichard. Parce que c'est un opérateur, Fac Habitat, qui est un associatif et qui travaille très très bien. Voilà, j'ai eu une histoire la semaine dernière, c'est un gestionnaire voilà, qui dit bah, ça se passe très bien, je suis près de l'école vétérinaire, et ben, vos loyers, vous voyez, je vais même changer l'indexation. Donc c'est de multiples histoires. Ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait de la satisfaction et qu'on diminue, nous, au maximum toute cette zone de risque, qu'on évite par la connaissance au maximum. Et après, voilà, vos clients... tout investissement. Mais regardez les gens qui ont fait du livret A en l'espace de 10 ans. Leur taux, il a varié. Bien sûr. Mais quelque part, il faut qu'ensuite tout le monde soit satisfait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non. Voilà. Après, si, tu as bien répondu. Mais c'est 100% d'accord. Et le suivi derrière qui est très important. Tout ce que tu dis là, en fait, c'est le suivi derrière de l'opération en elle-même, même quand il y a besoin, que ce soit changement de gestionnaire, etc. Et c'est ça qui est très important. Et nous, ce qui est très agréable quand on travaille avec vous, c'est vraiment voilà, vous accompagner l'intégralité de la relation client à l'entrée, dans le suivi, voilà, dans le suivi d'ailleurs que ça aille ou que ça aille pas, même quand ça va pas, le suivi il est là. Et c'est ça, c'est capital. Enfin, même si tout se passe quasiment bien, mais votre métier, voilà, est encore plus important et plus névralgique que le nôtre. On est là, derrière, on suit les opérations. Oui, le suivi, même si c'est ça qui est quand même assez une sorte de clin d'œil, c'est que cet immobilier réclame, en fait, qui investit dans ce type de biens? C'est toutes les personnes qui cherchent à avoir aucune préoccupation locative, c'est-à-dire à pas avoir porté leur investissement. Parce que même quand vous le confiez à une agence, un immobilier, ça se porte. Il y a des questions qui se posent et d'autres, etc. Donc, j'ai pas de préoccupation. Ensuite, j'ai un niveau de charge, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, très réduit. Sur de l'étudiant, par exemple, vous touchez un tiers de loyer en moins. Non, je touche un tiers de loyer en moins. Si je le louais directement, je passe à 500 €. Mais là, je touche que 350 ou 380. C'est vrai qu'on a, oui, on a pas. Ouais. Et après, la personne découvre, ah, mais j'ai 3 fois moins de charges. Mais puis finalement, c'est important peut-être de s'y intéresser. Donc, voilà. Mais bon, après, comme tout professionnel, et comme vous êtes aussi, c'est les satisfactions des uns des autres, et ben voilà, qui nous font plaisir et qui nous permettent d'avancer, puis qui nous engagent. Et ce n'est pas rien. Je partage 100%. En fait, vous suivez vos clients. La relation client. Voilà. Contrairement à des gens qui proposent, j'ai rien contre les agents immobiliers, mais leur boulot s'arrête à la transaction. C'est plutôt du one shot. Vous suivez des investissements. Donc sur une durée, vous ne rencontrez pas quelqu'un qui après repart en disant merci, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, voilà, j'ai fait tel placement. Vous allez le suivre dans la durée. Et nous, au quotidien, c'est très engageant parce que on ne vend pas directement. Nos clients, c'est vous. Oui, et vous suivez vos clients. Donc, si on ne suit pas bien nos opérations, vous ne viendrez plus chez nous. Oui. Et vous ne vous fournirez plus chez nous. Voilà. Non, donc, c'est ça qui est important et puis qui nous motive au quotidien et puis nous demande de bien regarder les choses. Si on fait un peu de projection, pour toi, le marché de la location meublée dans 5, 10 ans, 15 ans, tu le vois évoluer comment ? Alors, il a de beaux jours évidemment devant lui, mais c'est évidemment, il faut l'expliquer. On l'a quand même sous-entendu sur des questions d'évolution des usages, de la mobilité et autres. Je pense à regarder ne serait-ce que pour ce qui concerne les personnes âgées. Voilà, on est une société vieillissante. Ça devient un sujet de plus en plus prégnant. Il y a eu des affaires là, qui ont défrayé la chronique, qui doivent justement du coup nous sensibiliser et nous dire ce marché-là, il a un bel avenir. Parce que j'entends parfois des gens qui disent non, c'est fini l'investissement en EHPAD. Voilà, non, c'est tout le contraire. Je vois pas trop comment on va faire. En tout cas, il y a des besoins qui sont non couverts. Donc c'est un marché. Moi, je me rappelle juste une chose. Parfois, les gens me disent, non, les résidences de tourisme, tu penses que, machin. J'y comment? Les résidences de tourisme, il n'y en a pas besoin. Et de plus en plus. Mais qu'est-ce qui a bien tourné pendant le Covid? Il y a eu 2 confinements, mais les 2 étés de 2020 et 2021, les résidences de tourisme et le bord de mer, ils étaient pleins.
Donc c'est pas juste la France qui est première destination touristique, c'est que aujourd'hui le pays s'est appauvri, hein. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs viennent vous solliciter, parce qu'ils savent que demain il va falloir faire attention à un tas de choses, donc il faut encore plus investir. Notamment sur la problématique retraite. Enfin, c'est vrai que évidemment. la location meublée dans un cadre patrimonial, c'est un très Donc, gros sujet retraite. Or, le pays s'est appauvri, d'accord? Et bizarrement, cet été sur les plages, etc., peut-être un certain nombre n'y sont pas allés. Mais pendant le Covid, comme cet été, les résidences, il y avait du monde. Sur les campus, il y a du monde. Je pense que par contre, le monde étudiant ne va pas forcément évoluer comme on le pense. Il est déjà à un très haut niveau, au niveau des études supérieures, ce qui va se passer sur le monde étudiant. Et c'est très bien pour les résidences étudiantes. Dernière génération avec beaucoup de services. Pas de la relaxation, etc. Devenu des résidences étudiantes, non, c'est pas comme moi j'ai connu. J'ai pas connu, moi. À la fin des années 80, hein, c'est pas une résidence, j'étais dans un studio, puis c'est tout, quoi, un robinet. J'avais des collègues, enfin des camarades, avec les toilettes sur le palier, quoi. Hein. Donc, c'est que les formations dans les métiers, nos métiers, les uns des autres, les formations, soit des jeunes actifs et dans la durée, et on change maintenant beaucoup plus. Il y a des gens qui étaient tel employeur, faisaient quasiment toute leur carrière. Et les métiers réclament de plus en plus de formation étudiante. Vous avez des gens, par exemple, qui étaient au bout de 3 ans, bah tiens, je vais faire un master de ci, un master de ça. Et donc, je pense que l'avenir des résidences étudiantes, il est en grande partie. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils ont des moyens supérieurs. Parce qu'on pourrait discuter aussi des APL et toutes ces choses. Et donc là, il y a un avenir. Ces résidences, on va livrer là une résidence, ça s'appelle le campus là, de Grand Paris Sud, près d'Evry, près du Génopole. Et les gens qui viennent travailler sur le Génopole, donc la recherche sur les gènes, le génome, l'ADN. Voilà, l'ADN, le génome, exactement. Il y a des doctorants allemands, une scientifique qui arrive d'Irlande, etc., etc. Vous voyez? Donc, la question, c'est quel avenir? Mais c'est très bien d'avoir posé cette question. Parce que quand on investit, en fait, c'est pour demain. Donc on n'investit pas pour quelque chose qui est moyen aujourd'hui et qui est condamné demain. Donc je me suis trompé. C'est un mauvais départ. J'ai pas joué le bon cheval, quoi. Comme quelqu'un qui ferait les paris sportifs, il va sur le dernier machin et il met au maximum. Tu perds, tu passes son temps à perdre de l'argent. Je suis désolé de faire ce genre de comparaison. Mais cette question aussi est fondamentale. On doit se poser la question de la revente. Et donc la de revente, ça aussi c'est pareil, c'est de l'expliquer. Il faut aller au maximum de ses avantages. On revendra très bien si on revend à 20 ans. On revendra très mal si on revend à 5 ans. Tout ça, de le comprendre et de voir aussi les sécurités qu'on met en place pour ceux qui, de façon imprévue, devraient revendre. Oui, ils existent. Tout à fait. Voilà. Et que vous avez d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de sujet. Par exemple, je suis passé la semaine dernière à Lacanau. On a une très belle résidence. Je sais, alors, il paraît que j'ai découvert que les Girondins, Lacanau, ils appellent ça Bordeaux-Plage. Il y a quand même une cinquantaine de kilomètres, mais ils appellent ça Bordeaux-Plage. Peut-être sans doute plus sexy que Paris-Plage. mais je sais que dans 20 ans, il y aura du monde à Lacanau. Il y aura du monde à Lacanau. Il y a certains domaines d'activité, vous ne pouvez pas savoir comment ils seront dans 20 ans. C'est tout. C'est ça l'avenir. Et donc celui qui investit, il prend déjà une sécurité et un vrai pari solide avec l'avenir. On sort une résidence à Cannes, je ne me pose pas de question de Cannes, mais c'est surtout que je la sors dans l'enceinte de l'école Vatel, à l'endroit où la mairie de Cannes développe actuellement. Voilà. J'ai pas de sujet. Après, il y a des choses, tu parlais des déboires, etc. C'est des paris qui sont quand même un peu osés. Et c'est dommage, puisque les gens jouent avec de l'argent. Et si finalement on était un peu plus dans la réflexion, ce que vous faites, et nous on est très contents quand il y a des échos de votre part auprès de vos clients, et que vous nous les transmettez, là ça marche mieux. Voilà. C'est ça. L'importance de travailler en bonne intelligence, avec du bon sens, pour que l'investissement soit réussi aujourd'hui et soit réussi demain aussi. Si tu avais un dernier conseil pour un investisseur, si tu n'en avais qu'un à choisir, ça serait quoi? Faites-vous accompagner. Voilà. Faites-vous accompagner. J'en attendais pas moins. Mais pas mal. Parce que dans ce cas-là, vous êtes seul que mal accompagné. Ah oui, faites-vous bien accompagner. Voilà. Attention, faites-vous accompagner. Voilà, il y a des bons conseils. Alors, seul dans cet univers, c'est quand même, oui, c'est pas le meilleur parti. Sauf certains qui sont avertis, qui en ont déjà, qui connaissent. On rencontre parfois, vous nous faites rencontrer parfois certains de vos clients. Vous faites que du B2B. Oui, nous on ne fait pas de vente directe. En revanche, on a y compris des noms illustres et tout, qu'on les voit, puisque vous nous les transmettez, et il y a ce suivi des opérations, toutes sortes de gens. Donc, oui, on est mieux seul que mal accompagné. Donc, soyez accompagnés, ça,
inévitablement, c'est incontournable, par des conseillers qui, factuellement, il peut y avoir dans l'équipe, comme j'ai vu rencontrer chez toi tout à l'heure, des jeunes, mais le cabinet, lui, a l'expérience. Bien sûr. Donc moi, j'ai pas de souci avec un jeune. On va me dire, lui, il n'a pas d'expérience, ou il connaît pas, il n'a pas vécu, etc. Il peut pas avoir. Il peut s'appuyer sur le choses. savoir-faire. Il y a tout l'historique, etc. Il est dans une maison qui travaille bien cette typologie de produit. Voilà. Après, ils vous les rappelleront, ces accompagnateurs, les règles de bon sens. Et puis, toujours, parce que eux, ça veut dire que vous travaillez avec eux, parce qu'ils ont fait leurs preuves en tant que conseil. Et aller aussi vers les gens dans ce qu'ils vous proposeront, et vous vous apercevrez, ça ne sera pas une surprise, vous verrez, comme par hasard, ils vous dirigeront vers ce qui a fait ses preuves. C'est tout. Tout le monde veut aller vers ce qui a fait ses preuves avec les gens qui ont fait leurs preuves. Déjà, si on démarre comme ça risque de bien se passer. Voilà. Bon, c'est... Très bien, c'est un beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Louis, pour toutes tes explications, ton partage d'expérience et cette heure et demie qu'on a passé ensemble. J'espère vous avez pu apprendre plein de choses, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations très intéressantes, très captivantes sur ce sujet et cette classe d'actifs que nous, on adore chez Bonjour Patrimoine, pour répondre à pas mal de problématiques, notamment des problématiques de revenus complémentaires futurs, qui reste un thème d'actualité et assez prégnant dans les problématiques patrimoniales de nos clients. Voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup. C'était très cool un plaisir. Voilà, j'ai été volubile, mais on est passionné. Alors quand on est passionné, on a un peu franchement, de mal à rester. Je t'ai connu plus dans le format, plus bavard. Ok, donc j'ai pas été interrompu par la pub, j'ai pas été interrompu. Bon, très bien, heureusement. Voilà, merci. Très cool. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.